L'histoire que je vais vous raconter est bien réelle. Je l'ai vécue voici peu de temps. Quelques jours, quelques mois, quelques années, qu'importe. Tout s'est passé si vite et de manière si improbable que je doute encore aujourd'hui de mon souvenir. C'est avec beaucoup de pudeur que je vais essayer maintenant de vous la rappeler. Il est entré dans ma vie comme ça. Il regardait derrière le carreau de la cuisine. Moi, assise devant mon thé matinal, pressé comme toujours et bien sûr en retard. Le téléphone dans une main, une tartine chocolatée dans l'autre, j'essayais tant bien que mal d'expliquer à ma mère que nous ne viendrions pas manger cette fin de semaine. Avec un clin d'œil de Victoria, ma fille, je raccrochais. Aussitôt mon regard se porta à la fenêtre. C'est son ombre qui me fit sursauter. D'abord inquiète, j'envoyai la petite dans sa chambre. Un peu trouillarde, bien que curieuse, je me cachai derrière la vitre pour observer ce maraudeur, sans être vu. C'était un jeune homme un peu plus jeune que moi, une vingtaine d'années peut-être, assez grand, plutôt mince. Une fossette se dessinait au creux de sa joue, comme un rictus, un nez droit, le front haut. Il avait des yeux clairs qui semblaient chercher quelque chose, qui scrutaient. Il était vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt tellement élimé qu'on en voyait la trame. Un clodo, je pensais. Oui, je me souviens maintenant, je l'ai vu hier, en sortant du boulot au feu rouge. Il était là, presque prostré, il me regardait. J'avais d'abord pensé qu'il voulait une pièce, mais il n'a rien demandé. Le feu venait de passer au vert, j'ai démarré, passé mon chemin. Cet événement serait passé inaperçu si je n'avais perçu dans son regard quelque chose qui m'a fait frémir, à me dresser les poils des bras. Un air de liberté, d'étrange liberté. Cet air, je le retrouvais encore plus fort aujourd'hui, qui ne savait pas observer. Perdu dans mes pensées, je sursautais, réveillé par un bruit à la fenêtre. Ce n'était pas vraiment un toc-toc, plutôt un bruissement d'une étoffe, comme un drap qu'on secoue au petit matin. Je regardais dehors, il avait disparu. Tout à coup, inquiète, je me précipitai à la porte et donnai un deuxième tour de clé. Je retournai terminer mon thé. Un œil à la pendule de la cuisine, il était l'heure de filer au boulot. Pas le temps de m'occuper de toutes les cloches du quartier. Je suis quelqu'un de bien occupé. Ça vient bien comme ça, je m'écriai en claquant la porte. La journée se passa sans que je repense à lui. En fait, si. Je l'évoquais vaguement à mes collègues qui me conseillèrent d'aller trouver les flics, s'il s'avisait de revenir rôder autour de la maison. Alors que je rentrais le soir, je le retrouvais devant ma porte, fumant tranquillement, comme s'il était tout naturel qu'il soit là. J'allais faire demi-tour, mais je me ravisais. Non, ce n'était pas un clochard. Il n'était pas sale, ne puait pas l'alcool. Il n'avait pas non plus l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas dormir. Il était là simplement, assis et profitant du soleil de cette fin d'après-midi. Presque timide, je m'approchai de lui et lui proposai d'entrer. Un matin, je fus réveillé par un bruit. Le jour n'était pas encore tout à fait levé, et comme c'était l'été, nous dormions fenêtre ouverte. Je pensais d'abord que le bruit venait du dehors. Je me levai pour voir, la rue était déserte. Je revins vers le lit, il dormait paisible. Je décidai de ne pas le réveiller, m'enfonçai dans les draps jusqu'aux yeux. Je restai là, scrutais la pénombre, bien décidé à découvrir ce qui m'avait sorti de mon lit. Pas longtemps pourtant. Au bout d'un bref instant, le sommeil eut raison de moi. Je me retournai, l'embrassai, sans aucune inquiétude. Au petit déjeuner, je lui parlais de l'étrange bruit. Il n'avait rien entendu. Nous étions tous deux perdus dans nos pensées, lorsqu'il me raconta l'étrange rêve qu'il avait fait durant la nuit. Je me moquais de lui. Il ne se souvenait jamais de ses rêves. Mais il continuait tout de même son histoire. Il était assis, nu, dans une chambre toute blanche. Il n'y avait pas de porte, pas de mobilier, une seule fenêtre. Un oiseau vint taper au carreau et il se leva pour l'ouvrir. L'oiseau lui dit qu'il venait le chercher, qu'il était temps. Il le saisit dans son bec et l'amena avec lui. Toujours moqueuse, je plaignis ce pauvre petit moineau, accablé par sa lourde charge. Mais lui, il restait songeur. Les mois passèrent et alors que je revenais des courses, le coffre plein, je me garai devant la maison et je klaxonnai pour le prévenir de mon retour. Il sortit presque aussitôt. Heureux de nous retrouver, c'est dans le jeu de ces retrouvailles que nous commençâmes de vider la voiture. Afin de ne faire qu'un seul voyage, je décidai de me charger au maximum. Suivant mon exemple, il fit de même, la clé entre les dents, un sac dans chaque main. Il réussit à claquer la porte du coffre d'un coup de talon. J'étais presque arrivé à la maison lorsqu'il poussa un cri. Je me retournai. Il avait lâché ses paquets, se tenait l'épaule.
Je ne sais pas ce que j'ai. Une violente douleur d'un coup là, sur l'omoplate. Je lui proposai de rentrer s'asseoir et termina de rentrer les courses. Je lui promis de regarder le soir un massage pourrait le soulager. La soirée se passa tranquillement, chacun racontant à l'autre ses petites racailles d'idées, de chefs qui ne comprenaient rien, et de collègues ambitieux qui nous pompaient notre rêve. Une fois couché, alors que je commençais à me masser, je sentis une durceur effectivement au niveau d'une de ses omoplates. Ce n'était pas là une boule, plutôt une excroissance, comme si un bâton s'était glissé sous sa peau. L'autre épaule présentait la même difformité, mais légèrement plus petite. Je m'en étonnais et lui conseillai d'aller se faire examiner par un médecin sans tarder. Quelques jours plus tard, les radios ne révélèrent rien d'anormal. Et lui semblait se désoler de jour en jour. Il ne le disait pas, mais il souffrait. Que pouvais-je faire pour lui? Au bout de quelques semaines, il ne dormait plus, se retournait sans cesse dans le lit, ce qui avait de médicament. L'ambiance entre nous dégénéra rapidement au point que nous ne parlions plus que pour l'essentiel. Il se mit à rentrer tard le soir, et puis des fois plus du tout. Je restais planté là, un peu gourde, sans comprendre ce qui nous arrivait. Je me gourmandais toute seule, m'accusant de ne pas savoir l'aider, de ne pas être capable de prendre en charge sa douleur. J'allais jusqu'à accuser le ciel d'être contre nous. Et qu'aurais-je pu faire réellement? Comment prendre sur moi son mal? Comment le soulager? Les médecins étaient impuissants à me guérir. Les grosseurs augmentaient de jour en jour et on commençait à les voir à travers son t-shirt. Et on avait honte, n'osait plus sortir, de peur d'être pris pour un bossu. Je finis par aller dormir dans le salon. Puisqu'il ne voulait pas qu'on l'aide, tant pis pour lui. Moi, je voulais dormir. Je décidai d'appeler ma mère pour aller manger chez elle le dimanche suivant, sans lui. Je n'ai jamais eu l'âme d'une infirmière, je n'avais pas commencé aujourd'hui. Mais nous, êtres humains, qui sommes bêtement humains, nous ne supportons pas la douleur ni le manque. Et lorsque le manque apparaît, on a peur de perdre, alors on s'attache encore plus fort. C'est ainsi avec les choses, les animaux, nos amis, nos amours aussi. Quelque chose était en train de se transformer, j'étais incapable de l'accepter. Par peur de le perdre, je m'accrochais de plus belle à lui. Je voulais que tout soit comme avant. J'essayais de me rappeler les bons moments, de recréer ces atmosphères sereines que nous adorions, sans y parvenir, jamais. Et le fossé continuait de se creuser, lui dans sa douleur, moi dans la mienne. Les semaines s'écoulèrent, il restait au lit bourron. Je boudais dans mon coin. Parfois, je faisais bonne grâce et lui montais un plateau. Il me recevait sans cœur. Je repartais des larmes plein les yeux. Des fois, il me proposait un ciné, un resto. On passait une soirée sympa, mais pas merveilleuse. Puis on se mit à parler de séparation. Oh, quelque temps seulement. Faire un break, chacun de son côté. Et nous nous sommes retrouvés, mais sans chaleur. Et puis un jour, j'ai éclaté. Je lui ai dit tout ce que je pensais. De sa manière de faire, de se comporter avec moi. Que je n'y étais pour rien s'il avait mal, et qu'il arrête de me traiter comme il le faisait. J'étais très en colère. Une colère de longtemps, qui claque comme un pistolet. Peu à peu, cette colère s'est mise en question. Il n'aimait pas les questions. Il me répondait, je sais pas, et moi, ça m'agaçait. Je lui ai dit de réagir, de décider quelque chose, de se lever, de marcher droit, comme un homme. Alors il éclata de rire. D'un grand rire qui venait du plus profond de sa gorge. Il écarta les bras, bien larges, et rit de plus belle. J'étais interloqué et fasciné. Que devais-je faire, moi, si cartésienne? Une dispute, lorsqu'elle est commencée, il faut la terminer. Qu'est-ce que c'est ce mot contradiction? C'est à ce moment-là qu'un bruit de pas se fit entendre dans la chambre, au-dessus de nos têtes. Un bruit de petits pas légers, un sautillement. Il s'arrêta net de rire. Nous levâmes les yeux. Tu te souviens? Je lui demandai. C'est le même bruit que j'avais entendu l'autre matin, la nuit où tu as fait un rêve, ce rêve bizarre avec le moineau. Il ne répondit pas, juste il s'assit. Nous avions tombé les armes. Il était temps maintenant de nous écouter l'un l'autre. Au bout d'un long moment, il se leva. Il semblait épuisé. Je monte.
Ce n'est que lorsqu'il se retourna que je vis que deux formes étaient maintenant bien dessinées dans son dos, dissimulées sous sa chemise qui semblait trop petite. Il me dit qu'il était temps pour lui de se dégourdir. Il me prit les mains et m'embrassa et me dit au revoir. Je restais là un peu conne, assis sur le canapé, le regardant monter les escaliers. Je ne compris pas tout de suite ce qu'il voulut dire par se dégourdir. C'est lorsque j'entendis la fenêtre de sa chambre s'ouvrir que je baissai les yeux sur les marches. Serait-ce possible? Une plume. J'escaladai les marches 4 à 4, ouvris la porte à la volée. Il était là, nu, accroupi à la fenêtre. Il me tournait le dos, ne sciait pas. Ne pars pas, ne me laisse pas. Je le suppliais. Il ne semblait pas m'entendre. Nous dûmes rester là un bon moment. Le temps s'était arrêté. Une bourrasque de vent entra dans la pièce, nous enveloppa, entraînant avec elle tant d'odeurs printanières. Je ne me souviens plus si je l'ai aidé, si je l'ai poussé. Je sais juste que je caressais les plumes de ses ailes et que d'un coup il n'était plus là. Le silence se fit, d'abord lourd, pesant. Je scrutais l'horizon, je le vis au loin, il venait de s'envoler. Je refermai la fenêtre et redescendis dans la cuisine. Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai eu de ces nouvelles. J'étais assis, suspendu à mon ordinateur, lorsque j'entendis un vacarme dans la cheminée. Il était assez fréquent que de petits morceaux de suie se détachent du conduit et viennent l'écraser au fond de la cheminée. Le bruit pourtant se fit persistant. Agacé, je me retournai vers ce remue-ménage. Un petit oiseau se trouvait prisonnier dans la serre. Il avait dû tomber dans le conduit et ne savait pas comment en sortir. En hâte, je débarrassai les livres entreposés devant la cheminée. La trappe, à peine entr'ouverte, l'oiseau s'envola, tire-t-elle par la fenêtre, vers sa liberté. Je souris alors. Non, j'éclatai de rire, d'un rire profond qui remontait de la gorge. Je l'avais bien dit qu'il y avait dans ses yeux un air de profonde liberté. Je refermai la trappe, retournai m'asseoir devant mon ordi. Je venais de sauver un oiseau. Peut-être était-ce lui qui me sauvait alors.